Ce qui est important pour moi ici, c'est plutôt de voir un peu l'évolution des choses, c'est de dire que toutes ces initiatives locales, ces stratégies locales, ce désir d'autonomisation que je viens de décrire, aujourd'hui, contrairement aux autres périodes, il se fait dans un contexte symbolique, disons, complètement différent. Et aujourd'hui, ce qui ressort le plus, c'est l'idée de la vitalité, l'épanouissement. Ce n'est plus les inégalités, ce n'est plus la survivance. Au contraire, aujourd'hui, on est dans un domaine de la vitalité. On est en train même de mesurer qu'est-ce que la vitalité. Et la vitalité, ce n'est plus simplement démographique, c'est plus que cela. On met l'accent beaucoup plus sur les forces et non pas sur les forces, voilà, et sur les atouts. Et ce n'est plus l'idée de mettre l'accent sur les besoins. Donc tout ce discours-là a pour but finalement de donner une nouvelle légitimité aux communautés francophones pour dire simplement que les communautés aussi sont des acteurs et non pas des sujets passifs qui subissent un peu l'économie et ainsi de suite. Ce sont des acteurs qui peuvent se prendre en main, qui agissent et qui peuvent transformer les choses. Alors on voit bien un peu comment on est passé d'une conception d'autonomie basée sur l'anti-étatique, une vision très nationale ou presque, à une conception de l'autre extrême très locale, où la relation de l'État est en train de changer. Quelles sont les retombées en gros? Je ne vais pas glisser un mot là-dessus parce que chaque organisation essaie de développer. Puisqu'on travaille beaucoup sur le terrain, on sait très bien que des fois il y a des créations d'emplois, des fois qu'il y a de la formation, on sait qu'il y a des réseautages, il y a quand même beaucoup d'efforts qui se font. Malheureusement, on a beaucoup d'études de cas, comme par exemple moi j'ai fait beaucoup, et d'autres, mais on n'a pas un portrait, disons, global de la situation dans toutes les communautés francophones. Et c'est un des projets sur lesquels nous travaillons, c'est de monter un genre d'atlas, une cartographie sur toutes les initiatives faites pour leur donner une cohérence à ces initiatives-là, puis dire il y a quelque chose qui se fait, parce que sinon, ces initiatives-là, pour le moment, sont extrêmement éclatées et on a l'impression qu'il ne se fait rien. Surtout pour les gens qui sont sur le terrain, qui travaillent chaque jour dans les communautés, puisque les changements, ça prend toujours du temps à venir, on a l'impression que rien ne bouge, alors qu'au fond, si on arrive à synthétiser et à donner un sens, une cohérence à ces initiatives-là, on verrait quand même qu'il y a beaucoup de travail qui se fait. Mais pour le moment, il est très, très disparate. Par contre, les défis quand même que j'aimerais un peu relever avec vous, et c'est un peu l'idée pour moi essentielle, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes aujourd'hui dans cette stratégie qu'on appelle stratégie locale, des initiatives locales, qui pose problème pour beaucoup d'acteurs de la société civile. La première, évidemment, tout le monde le dira, c'est le manque de ressources. Bon. On sait que tout le travail avec l'État a changé. On dépend beaucoup de l'État pour nos ressources, ce qui fait dire à plusieurs que ce discours de l'autonomie qu'on cherche n'est pas si autonome que ça, finalement, puisqu'on continue quand même à dépendre beaucoup, beaucoup de gouvernements. Et ce manque de ressources et cette dépendance face à l'État faisait en sorte que, finalement, on est devenu un petit peu comme des demandeurs de subventions. C'est la course vers les subventions. Dans une organisation, par exemple, vous avez 3 personnes qui travaillent, mais une personne qui ne fait qu'aller chercher des subventions pour fonctionner. Et ce qui fait que pour une communauté, ça crée beaucoup plus de concurrence finalement, des concurrences beaucoup plus improductives que d'autres choses. Ça, c'est ce que relèvent beaucoup de leaders de ces organisations-là. Et finalement, on développe une culture presque du plus fort, finalement. La personne bien réseautée, la personne qui gueule plus fort, la personne qui a plus de lobbying, il peut aller chercher le plus possible, alors que les autres qui connaissent moins les règles du jeu, et qui sont moins forts, ainsi de suite, sont beaucoup plus perdants. Alors que la philosophie de départ, c'est de travailler finalement pour développer un milieu socio-économique, une vitalité, une richesse collective qui a des retombées un peu sur tout le monde. Ce qui fait que si ça paraît bien, parce qu'on va chercher à gauche ou à droite les subventions, on se concurrence entre nous, le problème majeur, c'est qu'il y a une perte d'efficacité de l'action collective pour les communautés. Parce que d'abord, on ne sait plus qui parle pour qui.
et qui représente qui, et au nom de quoi on agit dans une communauté. Et je crois que c'est un problème majeur pour beaucoup de communautés que j'ai interviewé, enfin, les individus que j'ai interviewés et savent plus comment s'en sortir de ce guêpier-là. L'autre élément aussi, c'est que à force de vouloir critiquer l'État, c'était très bien au début, parce que l'État, comme j'ai dit tout à l'heure, l'État qui impose ses décisions, ses priorités, ainsi de suite, ce qui fait qu'on est en train de se substituer à l'État. Alors l'État, c'est toujours celui qui définit les règles du jeu, l'État qui définit qu'est-ce qu'est une société juste, équitable, l'État qui fixe les paramètres normatifs. On est en train de gruger ce pouvoir-là et se substituer à l'État, à la place de l'État, et se dire que nous, le bien public, ça se passe plutôt en bas et non pas en haut. Et ce danger-là, il y a un danger réel parce qu'on est en train presque d'affaiblir l'État. Hein? Et on sait très bien, affaiblir l'État, ça veut dire quoi dans le contexte actuel? Je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une période où tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est collectif, est un obstacle à l'économie aujourd'hui. Et le fait de saper dans l'État, d'affaiblir l'État, ça veut dire qu'on affaiblit soi-même, on affaiblit aussi nos acquis. Or, on sait que ces acquis-là, hérités depuis longtemps, des droits et ainsi de suite, des protections, sont hérités de manière quand même après de longues batailles. Et le fait d'affaiblir l'État, c'est aussi affaiblir ses revendications. C'est aussi se tirer un peu, en quelque sorte, pour utiliser un langage familier, c'est aussi se tirer dans le pied, puisque on risque aussi que l'État renonce et trouve un moyen aussi, un prétexte de renoncer un peu à tous ces acquis-là. Ce qui fait que pour beaucoup, l'éclatement de l'action en multitude de groupes, chaque groupe a sa petite représentation, l'affaiblissement de l'État faisait en sorte qu'on n'arrive pas du tout à avoir une vision un peu commune, ni une action commune, ni un leadership qui parle au nom de tout le monde. Et là, on est dans une position, finalement, en quelque sorte, on tourne en rond selon plusieurs gens de la communauté. Évidemment, il n'y a pas de solution, disons, miracle à ce problème. Un autre problème aussi, excusez-moi, parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, au niveau des bénévolats. On sait très bien que dans ce secteur-là, qui vit beaucoup et compte beaucoup sur le bénévolat, eh bien, dans la plupart des communautés, on est en train d'épuiser le bénévolat. Et ces bénévolats-là travaillent avec pas beaucoup de reconnaissance. Et donc, pour beaucoup, il est temps quand même qu'on trouve une action commune pour reconnaître le travail du bénévolat. Ensuite, il y a aussi les gens qui travaillent dans les milieux. C'est bien d'être dévoué à la cause, parce que quand même, le développement économique communautaire exige quand même certains dévouements, certains engagements, mais on ne rend pas service au développement économique communautaire si on n'améliore pas les conditions de travail, par exemple, si on ne reconnaît pas ce travail-là, si on ne syndicalise pas les gens. Et ce n'est pas pour rien que les syndicats, par exemple, souvent les syndicats, sont très réticents face au développement économique communautaire en général, parce qu'ils pensent que c'est un secteur qui regorge des gens précaires. Ce qui est évidemment faux, parce qu'il y a quand même des nuances. Mais disons, la conception que l'on a de cela, c'est que si on ne travaille pas, parce que si on ne travaille pas à améliorer les conditions de travail, créer un collectif au sein de ces organisations-là, si on est en train de jouer le jeu du marché, parce qu'on est en train d'affaiblir l'action collective, les acquis collectifs. Et c'est encore un problème qui se pose pour beaucoup de praticiens. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de solution un peu miracle pour cela, de toute façon, parce que ce sont les groupes sociaux eux-mêmes qui doivent s'asseoir et réfléchir sur cela. Mais chose certaine, de mon point de vue là, c'est qu'on ne peut plus faire le développement économique communautaire sur la base uniquement locale, uniquement communautaire. Sans vouloir revenir en arrière ou sans être un peu nostalgique, je crois qu'il est important, pour avoir une représentation beaucoup plus générale commune,
avoir une action commune, il faut inscrire ce que j'appellerais la résonance des épreuves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut inscrire son action, sa représentation, et arrimer ça dans un espace francophone qui dépasse vraiment nos frontières territoriaux. On sait très bien qu'on a trop défini l'identité selon les territoires et ainsi de suite. Et les territoires, c'est une fabrication, c'est pas naturel, hein, c'est une fabrication humaine. Je crois arrimer l'action collective et la représentation dans un espace francophone, mais pas de manière très traditionnelle. Au contraire, il faut l'arrimer en fonction de certains enjeux aujourd'hui rassembleurs. Par exemple, l'exode rural que vivent, par exemple, des gens dans le nord de l'Ontario sont plus ou moins pareils que les gens de Saskatchewan, de Manitoba, et ainsi de suite. Le problème de l'environnement que vivent certaines régions, c'est la même chose. Les difficultés de mobiliser les gens autour des coopératives, c'est exactement ce que vivent les gens de l'Ontario, par exemple, ici ou ailleurs. Il y a quand même des résonances des épreuves sur un espace francophone. Certes, il y a des affinités culturelles, linguistiques, et tant mieux. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il y ait une action commune, une représentation commune, avec d'autres groupes aussi minoritaires, et même aussi les anglophones, pourquoi pas, parce qu'on est tous dans le même bateau. Évidemment, tout le monde ne loge pas dans le même étage, on le sait bien, et quand le bateau coule, il y en a qui vont couler plus avant tout le monde, là on sait avec Titanic, mais N'empêche qu'avec cette résonance des épreuves, on peut travailler avec d'autres groupes sociaux, d'autres groupes communautaires, d'autres communautés culturelles et minoritaires, en développant aussi des enjeux rassembleurs qui nous concernent, mais sous forme de partenariat. Et ça, je pense, cette ouverture existe bien sûr ici par là, mais il n'y a pas vraiment elle n'est pas vraiment connue, pas systématisée. Pourquoi c'est important? Parce que c'est le seul moyen de travailler à la consolidation de l'État. Et je crois que c'est important de le dire et de le répéter parce que l'État, même si on doit le redéfinir, même s'il ne peut plus jouer le rôle qu'il jouait avant, je crois que c'est une erreur de ne pas se mobiliser pour forcer l'État, obliger l'État à assumer sa responsabilité. Quand on parle de l'éducation, ce n'est pas la communauté qui doit seulement s'occuper. Ce n'est pas juste la communauté qui doit s'occuper de ça. C'est un devoir national que l'État s'occupe de l'éducation. Point à la ligne. L'État doit s'occuper des intérêts publics, que ce soit pour l'économie, que ce soit pour beaucoup de questions touchant la minorité. Parce que si on ne le fait pas, je le répète, c'est qu'on laisse la voie à la destruction du collectif et par le fait même à la destruction de ses propres acquis, qui sont gagnés un peu chèrement. Et l'autre dernier élément, je crois que c'est important aussi, si on veut sortir un peu de localisme, même si on a un pied dans le local, c'est aussi développer, parce que ça n'existe pas du tout, une stratégie commune sur un espace quand même beaucoup plus large, une stratégie commune nationale de développement économique communautaire. Qu'est-ce qu'on veut exactement au niveau de développement économique communautaire? Quelle est notre vision? Quelle est notre représentation? Quels sont nos moyens? Sommes-nous capables, par exemple, d'avoir une fondation de développement économique communautaire? Beaucoup s'interrogent. Moi-même, avec des groupes, on a essayé à petite échelle, évidemment, au niveau de Nord, on essaye de travailler un peu pour voir si on peut avoir une fiducie. Donc on essaie de mobiliser un peu le privé, les caisses populaires, tout ça, pour un peu minimiser cette recherche effrénée de subventions, parce qu'à force d'être toujours dans l'action, on oublie les grands enjeux. Donc il faut en fait réunir un peu les acteurs locaux, se donner aussi des représentations, des gens qui parlent au nom des autres personnes, mais dans une stratégie commune, nationale, pour voir qu'est-ce qu'on veut faire finalement. Y a-t-il une stratégie de développement économique communautaire? Comment définir les règles du jeu? Comment améliorer les conditions de travail? Et toutes ces stratégies-là, malheureusement, pour le moment, ça n'existe pas, puisque tout ce qui existe, c'est un éclatement. C'est des groupes d'intérêts et non pas une communauté de destin. Voilà, c'est un peu le message que je voulais livrer maintenant avec vous. Merci.